ce matin un conseil des ministres au palais présidentiel, un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui a vu l'adoption de l'avant-projet de loi relatif à la nouvelle constitution. Aujourd'hui, 28 septembre 2016, cela fait 10 ans que cette date est consacrée à la lutte contre la rage. La rage, maladie virale mortelle transmise de l'animal à l'homme. La journée mondiale de la rage a été célébrée à Bingerville. Et puis les résultats du BTS session 2016 sont connus depuis quelques heures. Des résultats satisfaisants. Le taux de réussite est de 58%. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Shimon Peres est mort. L'ancien président de l'État d'Israël a tiré sa révérence dans la nuit d'hier à aujourd'hui. À l'âge de 93 ans, l'homme était épris de paix. Le monde entier le pleure. Je vous fais lecture du télégramme du chef de l'État adressé donc au président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Monsieur le Président, j'ai appris avec une grande tristesse le décès de son Excellence M. Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël et lauréat du prix Nobel de la paix en 1994 et du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1993, dans la nuit du mardi au mercredi 28 septembre 2016. Homme de devoir et de conviction, M. Shimon Peres a porté sur les fonds baptismaux votre nation. Il restera une véritable figure emblématique de la scène politique israélienne et internationale, et plus encore pour son combat pour la paix. En ces instants de douleur et de recueillement pour le peuple israélien, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour saluer sa mémoire et présenter à votre Excellence et à la famille éplorée nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Shimon Peres a donc tiré sa révérence dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'ancien président de l'État d'Israël aura fait de la recherche de la paix son combat. Sylvie Touré nous parle de l'homme. Prix Nobel de la paix, ce titre à lui seul résume la vie de Shimon Peres. L'ex-président israélien a consacré ses efforts à la paix entre Israéliens et Palestiniens jusqu'à la fin de sa carrière politique en 2014. Je prends ma retraite de mon poste de président suivant la loi, mais je ne me retire pas de mon combat pour la paix. C'est toujours aussi cher pour moi. Acteur politique majeur d'Israël, Shimon Peres a gravi les échelons les uns après les autres. Député en 1959, 2 fois Premier ministre en 80 et 90, il a pratiquement occupé tous les postes ministériels avant d'être élu président en 2007. On retiendra de lui surtout son rôle majeur dans les négociations d'Oslo avec Isaac Rabin et Yasser Arafat. À l'heure actuelle, c'est sur pause. J'espère que la pause va prendre fin, que les négociations vont reprendre et que l'idée originelle, l'idée de la solution à 2 États, gagnera un jour. Shimon Peres tire sa révérence à 93 ans, 20 ans après les accords d'Oslo, au plus mal dans les relations israélo-palestiniennes. Retour en Côte d'Ivoire, il s'est tenu ce matin un conseil des ministres au palais présidentiel, je vous le disais en titre, un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui a vu l'adoption de l'avant-projet de loi relatif à la nouvelle constitution, projet qui sera présenté le 5 octobre prochain à l'Assemblée nationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, y tient beaucoup. Censé être l'instrument à même de rassembler tous les Ivoiriens, on comprend aisément qu'il n'y a rien de mieux pour la Côte d'Ivoire que cette nouvelle constitution, celle de la Troisième République, ou encore ce qu'il convient d'appeler le nouveau contrat social dont l'avant-projet de loi a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Le président Ouattara avait fait la promesse pour l'élection présidentielle de 2010 de réformer la Constitution. Évidemment, ça n'a pas été une priorité au cours de son premier mandat pour diverses raisons. Les priorités étaient forcément ailleurs. Donc, entamant ce deuxième mandat, il est apparu pertinent pour le président de la République d'engager le débat dès à présent pour aller vers une nouvelle constitution
en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est vraiment d'effacer la page sombre de la décennie 2010, d'effacer du souvenir des Ivoiriens tout ce qui a mené à ces crises, ces 3000 morts, etc., etc., cette situation extrêmement difficile dans le pays, aussi bien au niveau de la cohésion sociale qu'au niveau de l'économie. Tout a été fragilisé au cours de cette décennie. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre tout cela derrière nous et d'avoir un nouveau contrat social qui est plus engageant pour l'ensemble des Ivoiriens, dans lequel chaque Ivoirien se retrouve. Outre cette communication du Conseil sur la nouvelle Constitution, il y a celle relative au projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2017, budget fixé à plus de 6 500 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 688 milliards de francs CFA comparé à celui de 2016. Le budget 2017 s'équilibrera en ressources et en charges à 6 501,4 milliards de francs CFA, en augmentation de 688 milliards de francs CFA par rapport au budget initial 2016, ce qui représente une augmentation de près de 12%. L'amélioration des conditions de vie des populations est l'objectif principal visé par ce budget. Autre bonne nouvelle, et surtout pour les producteurs de cacao. Le prix du kilogramme de cacao pour la campagne qui s'annonce est fixé à 1100 francs CFA, prix qui connaît une hausse de 100 francs CFA, de quoi encourager les paysans. Les instructions du chef de l'État, c'est de continuer à faire croître les revenus des paysans pour permettre justement que leurs conditions de vie continuent de s'améliorer. Cela a été fait pratiquement sur les 5 dernières années. Donc d'année en année, ces revenus se sont accrus. Les prix fixés ont continué de croître. Et au vu de cet environnement que je viens de décrire, le Conseil des ministres a approuvé le barème présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et a approuvé un prix garanti de 1100 francs CFA par kilo aux producteurs pour la campagne principale 2016-2017. Et comme l'a annoncé le Conseil, la date choisie pour l'ouverture de cette nouvelle campagne du cacao est le 1er octobre 2016, c'est-à-dire dans 4 jours précisément. Un reportage de Jérôme Kofi Abolin. Et après avoir été présenté puis voté par le Parlement, la prochaine étape, ce sera le référendum. Les Ivoiriens seront donc appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution. Et pour les inviter à dire oui, eh bien, le Rassemblement des jeunes démocrates, RJR, se mobilise. Organisations et associations de jeunesse du RDR ou proches du parti, responsables de base du RJR, tous étaient réunis autour de Sansanda, le président des Jeunes Républicains. Objectif, la préparation du Giga Meeting pour soutenir la réforme constitutionnelle engagée par le président Alassane Ouattara. Un Giga Meeting, comme on ne l'a jamais fait depuis que nous sommes là, un très Giga Meeting pour dire à notre façon oui à l'avènement d'une troisième république, pour dire oui au changement, n'est-ce pas, de constitution. C'est un événement qui est important. Et la jeunesse doit marquer d'une grande pierre, n'est-ce pas, la construction, n'est-ce pas, de ce projet. Pour réussir le pari, les jeunes républicains bénéficient du soutien d'Adama Bictogo, le président du comité de mobilisation du RHDP. Il s'agit aussi de mobilisation à venir pour montrer à ceux qui s'opposent à cette constitution, qui est la constitution pour l'avenir, donc la constitution des jeunes, qu'il y a une grande majorité de jeunes qui adhèrent à cette constitution. Ce moment de grand rassemblement sera aussi l'occasion pour les jeunes du RDR de célébrer le président de la République pour toutes ses réalisations depuis son accession au pouvoir. Un commentaire de Hamza Diaby, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs président du conseil régional de Lindenier-Djuablin, est également à la tâche pour la validation définitive de la Constitution. Pascal Abina, qui présidait récemment la 3e session ordinaire du conseil qu'il dirige, a appelé les populations de Lindenier-Djuablin à un oui massif. Abou Sanogo. À cette 3e session ordinaire du Conseil régional de Lindenier-Djuablin, 2 points majeurs ont été soumis pour appréciation aux conseils régionaux.
le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2016 et le programme triennal 2017-2019. 2 points adoptés à l'unanimité. En termes de bilan, de nombreuses réalisations ont été faites dans bien de domaines. Des structures sanitaires et scolaires ont vu le jour. La région est dotée d'infrastructures routières et de voiries qui ont transformé la physionomie du département. Le président du conseil régional de l'Indénié du Ablin, Pascal Abinakwaku, a invité ses conseillers à redoubler d'efforts pour le bien-être des populations. Abordant les sujets d'actualité, il a décrié l'attitude des instituteurs sur le boycott des cours de mercredi. S'agissant du prochain référendum, Pascal Abinakwaku appelle les populations à soutenir le projet de nouvelle constitution. Notre rôle, c'est de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution consensuelle qui va faire en sorte que ce pays va rester en paix pour des décennies. Je souhaite que cette constitution soit adoptée à 100%. Parce qu'il va y avoir une compétition au niveau des régions. Voir quelle est la région qui sera parmi les premières à voter cette nouvelle constitution. Par ailleurs, en marge de cette troisième session ordinaire, Pascal Abinakwaku a reçu les félicitations des conseillers et du personnel du conseil régional de l'Indénié du Ablin pour sa nomination au gouvernement. La POESI, plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, s'est prononcée ce matin sur la crédibilité de la liste électorale provisoire 2016. Ce après analyse, la POESI était ce mercredi face à la presse nationale et internationale, des journalistes parmi lesquels Herman Guivet pour la RTI. La liste électorale provisoire de 2016, établie par la Commission électorale indépendante, est crédible. Voici ce qu'il convient de retenir de l'analyse informatisée de cette liste électorale effectuée par la POESI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une liste électorale qui est crédible dans son ensemble, sur laquelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes peuvent compter pour les prochaines élections de 2016. Une analyse fondée sur des textes internes et externes, avec pour référence les listes électorales définitives de 2010 et 2015 fournies par la CEI. Les données issues du recensement général de la population et de l'habitat, le RGPH 2014, telles que livrées par l'Institut national de la statistique, ont été également pris en compte dans la conduite de ces analyses. La POESI va continuer ses activités et elle fera donc des observations. Donc c'est du travail scientifique qui est fait, c'est du travail lourd qui est fait. Le référendum, notre rôle, c'est de permettre aux populations d'avoir une opinion éclairée. Et pour ce faire, nous, on n'est pas là, nous, POESI, on n'est pas là pour leur dire votez oui ou votez non. Notre rôle, c'est de leur expliquer ce que c'est que la Constitution. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a également formulé certaines recommandations à l'intention de la Commission électorale indépendante pour d'éventuelles améliorations de cette liste électorale. La POESI appelle l'ensemble des Ivoiriens et Ivoiriennes à s'engager de manière démocratique dans le processus électoral. Elle invite les partis politiques à respecter le code de bonne conduite, librement signé par eux, et à s'abstenir de tout manquement. Ainsi se referme la page politique de ce journal. On parle santé à présent. Aujourd'hui, 28 septembre 2016, cela fait 10 ans que cette date est consacrée à la lutte contre la rage. La rage, maladie virale mortelle transmise de l'animal à l'homme. Le chien est le principal animal incriminé. La journée de la rage en Côte d'Ivoire s'est tenue autour de la sensibilisation. C'était à Bingerville. On y va avec David Oyo et Patricia Oumou-Etia. Le 28 septembre de chaque année est marqué par la Journée mondiale de la rage. Le but est de sensibiliser à la prévention et mettre en avant les progrès accomplis pour vaincre cette maladie. Une maladie virale d'origine animale transmise à l'homme par le chien, le chat, la souris et la mangouste. Selon l'OMS, à chaque 10 minutes, une personne décède de la rage dans le monde. La lutte contre la rage requiert non seulement une vigilance accrue et continue, mais aussi l'adhésion et la participation effective de toute la population. Le thème de cette année est la rage, éduquer, vacciner, éliminer. Il souligne les stratégies mises en place pour endiguer ce fléau. La prévention est une première stratégie. La sensibilisation de la population,
à d'abord faire vacciner leurs chiens, leurs animaux, à les mettre en sécurité, ne pas laisser les chiens errants. Et puis toutefois qu'une personne est exposée à une morsure, une griffure d'un animal ou alors est contaminée ou pas, de se rendre au centre de santé le plus proche ou à l'antenne de l'hygiène publique. Nous avons élaboré un téléfilm sur la rage. Nous avons fait une chanson sur la rage et puis nous avons fait des spots en langue sur la rage. Pour sensibiliser la population sur la réalité de la rage, une démonstration de la vaccination d'un animal et d'une personne préexposée ont clôturé la cérémonie. 70 000 morts chaque année dans le monde. 20 décès par an en Côte d'Ivoire, avec plus de 50% d'enfants de 5 à 14 ans. Une fois déclarée, la rage est mortelle dans 100% des cas. Comment l'éviter? Quelle prise en charge pour les victimes? Élément de réponse dans ce dossier proposé par David Oyo. On le retrouve cette fois avec Franck Quadio. Le chien, le chat, la mangouste sont les meilleurs amis de l'homme, mais leur amitié cache souvent des revers. Mal entretenus, ces animaux de compagnie, comme d'autres de l'espèce, peuvent contracter des maladies dangereuses, la rage par exemple. La rage est une maladie animale à l'origine et on l'appelle zoonose, parce que c'est une maladie qui survient chez les animaux, mais qui se transmet accidentellement à l'homme dans le cadre de ses activités. En clair, c'est une maladie qui touche le système nerveux de l'homme. Elle a diverses voies de transmission. C'est une maladie qui se transmet à travers la salive de l'animal qui est infecté. Et généralement, c'est à l'occasion d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage sur une plaie. La rage est une maladie dont les symptômes sont multiples. La maladie se manifeste au début par des signes généraux, c'est-à-dire c'est des signes qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maladies. Il s'agit de la fièvre, des maux de tête, même la fatigue. Et après, le malade devient agité. En un mot, il devient comme fou. Il n'est plus lui-même. On ne peut plus le maîtriser. Dès l'identification de ces différents signes, l'infecté s'expose à une situation critique. C'est une maladie qui évolue obligatoirement vers la mort à partir du moment où les premiers signes apparaissent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir la maladie. Selon l'Institut national d'hygiène publique, plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et dans le monde sont exposées à la rage. Chaque année, plus de 70 000 personnes meurent de la rage. Et selon l'OMS, une personne décède de rage toutes les 10 minutes. En Côte d'Ivoire, qui est aussi une zone d'endémie rabique, où nous enregistrons régulièrement des cas, c'est en moyenne 20 cas de décès par an. Et parmi ces 20 décès, les enfants de 5 à 14 ans représentent plus de 50%. Et déjà, au cours de cette année 2016, nous avons enregistré 13 pertes en vie humaine. Et parmi ces décès, nous avons 8 enfants. Le chien, selon les spécialistes, est l'animal le plus incriminé. 95% des cas de transmission, Franck et Michel ont été victimes de morsures. J'ai été mordu par un chien hier aux environs de 11 h. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs, donc je suis passé ici pour éviter d'avoir la rage. J'étais allé travailler avec une collègue. Son chien avait mis bas, donc à peine j'étais entré dans le salon, j'ai donné d'eau et le chien a bondi sur mes pieds. La rage est mortelle à 100%, mais évitable par la vaccination. Une prise en charge des personnes exposées est assurée par l'INPH et ses 27 antennes nationales. Cette prise en charge repose essentiellement sur la vaccination. La personne exposée va à la caisse payer une ou 2 doses de vaccin antirabique selon l'indication du médecin. Nous lui administrons les vaccins. Après l'administration des vaccins, cette personne va passer au service social pour des conseils. Les animaux responsables de la rage sont les mammifères à sang chaud, tels la souris, le chat.
Face à l'ampleur de la maladie, la direction des services vétérinaires a mis en place des stratégies de lutte contre la rage. La police sanitaire sur les animaux qui réglemente la vaccination au niveau des animaux dont la rage. Et nous avons aussi le règlement de l'UEMOA qui oblige tous les propriétaires d'animaux à vacciner aussi les animaux contre la rage. Au service de santé animale, le temps est accentué sur la prévention de la maladie. Nous demandons à ce que tous les animaux qui habitent avec des particuliers qui soient systématiquement vaccinés contre la rage pour éviter la maladie, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre cette maladie, c'est-à-dire la prévention. Chaque année, Thierry effectue le vaccin de sa chienne pour éviter tout risque d'infection. Je dois vacciner pour qu'elle soit d'abord en bonne santé, et aussi protéger moi et ma famille aussi. Face à l'ampleur et à la gravité de la rage, surtout dans les pays en développement, l'Alliance mondiale contre la rage a déclaré le 28 septembre Journée mondiale de lutte contre la rage, et ce depuis 2007. Cette 10e édition est placée sous le thème « Éduquer, vacciner et éliminer ». Voilà, la rage, une maladie mortelle, une maladie qu'on peut éviter. C'est un dossier proposé par Davis Oyo et Franck Quadio. Et pour refermer la page santé de cette édition, je vous propose ces images. Les services vétérinaires de la région de Gbeke viennent de bénéficier d'équipements dans le cadre du projet Gavi, un projet qui vise l'élimination de la rage en Côte d'Ivoire, dont réceptionné par le sous-préfet central de Bouaké et la direction régionale des ressources animales et halieutiques de Gbeke. On change complètement de sujet à présent, l'accès à l'information, un droit pour tous. C'est le thème retenu pour la célébration ce mercredi de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. La première du genre, c'est que la date du 28 septembre est désormais décrétée Journée de l'accès à l'information, ce par l'UNESCO. Malika Koulibaly, Abou Sanogo. L'année 2016 est la première année au cours de laquelle est célébrée la Journée internationale du droit à l'information proclamée par les États membres de l'UNESCO en novembre 2015. Son objectif est de permettre à tous d'avoir accès à l'information en tout temps et en temps réel. L'UNESCO, soucieuse de contribuer au renforcement du droit à l'information, a instauré cette journée de l'accès universel à l'information pour rappeler chaque année aux citoyens qu'ils ont le droit d'accéder aux informations et aux documents publics détenus par les organismes publics et aussi aux organismes publics qu'ils ont l'obligation de diffuser au public les informations et les documents qu'ils détiennent. Le message de la directrice générale de l'UNESCO, Irima Bokova, a été lu par son représentant résident en Côte d'Ivoire. L'accès à l'information est indispensable à l'inclusion et au dialogue et est un pilier de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Il est essentiel pour ouvrir de nouvelles voies vers la prospérité individuelle et le développement durable. Tel est le message de la première journée internationale de l'accès universel à l'information, conformément à ce qu'ont décidé les États membres de l'UNESCO. À cette célébration, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a remercié l'UNESCO pour l'instauration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. L'UNESCO montre son attachement aux valeurs dont dépend le bon fonctionnement démocratique des sociétés et le bien-être de chaque citoyen. Soyez-en remerciés et veuillez transmettre mes sincères félicitations à Mme Irina Bokova et à toute son équipe pour cette heureuse initiative. Des panels et exposés sur le droit à l'information ont également été au menu de cette célébration. Des cris de joie, mais également des pleurs ce mercredi. Les résultats du BTS brevet de technicien supérieur sont connus depuis seulement quelques heures. Pour cette session 2016, le taux de réussite est de 58%. Notez qu'ils étaient 46 000 étudiants à passer ces examens. Il faut noter que sur 46 118 candidats, nous avons noté 45 189 candidats présents.
Sur ces 45 189, après la délibération du jury, 26 331 ont été déclarés admissibles, ce qui donne un taux de réussite pour la session du BTS 2016 de 58%. Pour le taux de réussite de 58%, nous notons qu'il est en progression par rapport au taux de l'année dernière, où le taux d'admissibilité pour le BTS de 2015 était de 49,64%. Les résultats sont disponibles dès à présent sur la plateforme du BTS, examenbts.net, et également sur le site du ministère, enseignement.gouv.ci. On fait à présent un tour dans quelques établissements du primaire. Le mercredi, vous le savez, est désormais jour de classe pour les élèves du primaire. Décision du gouvernement contestée par le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Qu'en est-il sur le terrain? Eh bien, une de nos équipes de reportage conduite par Franck Ouadieu a promené sa caméra à travers Abidjan. Groupe scolaire à Mondabi-Catherine, commune du Plateau. La cour est vide ce mercredi. Il est 11h, seul dans le décor, ce jeune garçon, couché sur un banc. Il dit vivre dans les environs. Aucune trace d'élèves, de personnel enseignant ou même administratif. À Cocody, commune voisine, nous sommes à l'EPP Cocody Danga. Il est midi. Les écoliers ont fini les cours de la matinée. Ils disent avoir bien travaillé. Je suis content d'avoir fait le cours ce matin. Les maîtres étaient là. On a bien travaillé en classe. Des enfants rentrant chez eux, d'autres encore en classe attendent leurs parents. Pour le directeur présent depuis 8 heures, c'est le sentiment du devoir accompli. Il y a eu les inspecteurs généraux qui sont passés, ils nous ont vus au travail et ils nous ont félicités de pouvoir être en poste conformément aux recommandations reçues. Des recommandations émanant de l'arrêté ministériel de réforme de la semaine de travail instaurant officiellement les cours du mercredi et rendu public le 29 août dernier. Une disposition remise en cause par le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits. Je vous fais à présent écho de l'atelier régional sur le transfert de technologies aux planteurs pour une évéaculture durable. Cela s'est passé à Yamoussoukro. On y va avec Kwadio Kwame, Jean-Daniel de Dieu. Yamoussoukro, cadre pour le renforcement des contacts de travail avec les experts des pays africains producteurs de caoutchouc et des pays asiatiques leaders dans le domaine. Les difficultés que connaît l'évéaculture ont leur solution dans la recherche. Si le petit planteur a les techniques et qu'il emploie à bon escient, malgré le prix en baisse, il y aura toujours une marge. Elle sera petite, mais elle existera. Selon le comité scientifique, le matériel végétal nouveau, les techniques de récolte, la rentabilité économique sont au nombre des transferts de technologies. 30 communications scientifiques qui vont être présentées. Les résultats dans le domaine donc, de la sélection concernent les données qui ont été recueillies au niveau des prospections jusqu'à la sortie de clones. Au dire de certains experts, l'avenir de l'évéaculture est prometteur et le transfert de technologies aux planteurs pour une évéaculture durable contribuera à améliorer la productivité et procurera davantage de revenus aux producteurs. En Malaisie, par exemple, on utilise déjà de la caoutchouc naturel dans la fabrication de goudron et dans la fabrication des ponts. Donc cette diversification d'utilisation va faire qu'on a un marché beaucoup plus élevé. Cette utilisation dans d'autres secteurs va créer une demande plus forte. Et c'est la demande qui tire le marché. Premier maillon de la chaîne de valeur, les producteurs, de leur volonté et capacité de s'approprier les innovations dépendent le succès du transfert de techniques et de technologies. Les derniers pèlerins au Hadj 2016 sont arrivés ce soir. Ils ont été accueillis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le dernier vol des pèlerins en provenance de la Mecque a atterri ce matin. Plus de 440 personnes ont été accueillies à leur arrivée par le ministre de l'Intérieur et des autorités en charge du Hadj. Tout s'est passé dans de bonnes conditions et comme nous l'avons promis, le pèlerinage s'organise dans les meilleures conditions au bénéfice des pèlerins. Donc c'est vraiment un moment
de grande satisfaction. Je souhaite un bon retrouvaille des pèlerins avec leur famille et que l'année prochaine, ensemble, nous nous engager à faire encore mieux. Selon le porte-parole des pèlerins, le Hajj 2016 s'est bien déroulé. Les conditions étaient réunies afin de leur permettre de passer un bon séjour. Ce sont au total 4198 pèlerins qui ont pris part au Hajj 2016 en Arabie Saoudite. En image pour terminer cette question. Qui est derrière le crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines? Plus de 2 ans après, les enquêteurs néerlandais publient un premier rapport. Ils révèlent que le missile à l'origine du crash provient bel et bien de la Russie. Moscou, pointé du doigt, n'a pas tardé à réagir. La Russie dénonce un rapport biaisé et politiquement motivé. Et puis du sport pour terminer, sport football, les noms sont tombés. Le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Algérie ont été désignés tête de série pour le tirage au sort pour les poules de la CAN 2017. CAN qui aura donc lieu le 19 octobre prochain à Libreville au Gabon. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée.